L'eau se poursuit, comme vous pouvez le voir. On est très heureux d'être avec vous ici, dans un moment un peu singulier, particulier, comme vous le savez, hein, on est dans les 1 an d'après le début de la vague des attentats. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une œuvre unique d'Ernest Pignon-Ernest, président des Amis de l'Humanité. Ça a été publié dans l'Humanité, je ne sais même plus combien de jours après les attentats, quelques jours après, hein, 2-3 jours après. Vous pouvez reconnaître tous les personnages. Vous pouvez y passer la soirée aussi, parce que moi, quand j'ai eu entre les mains le premier jour à la rédaction d'Humanité, je vais vous faire un aveu, il m'en manquait 3, vous voyez. Oui, ils sont tous là, l'essentiel est là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien. On va passer la parole aussi à nos amis de la Maison des Métallos. Alors, juste une chose. Voilà. Bravo. Je suis meilleur sur Jaurès que sur la technique. Voilà. Bon, écoutez, je voulais vous dire que nos invités ont déjà été présentés, Marie-Josée Bonzin et Régis Debray, c'est avec eux qu'on en parlait, évidemment. Bon, vous me permettrez quand même quelques mots d'introduction, comme on dit, à cet échange. Bon, je ne me sens pas là, je l'ai écrit parce que cette situation n'est pas si simple psychologiquement et pas seulement politiquement, aussi psychologiquement. Donc, nous ne sommes pas là ce 8 janvier, entre deux dates anniversaires, le 7 janvier de Charlie Hebdo 2015 et le 9 janvier à l'Hypercacher, pour nous conformer à des commémorations obligées ou pour obéir à des injonctions. Nous sommes là pour réfléchir et nous remercions vivement nos invités, Marie-Josée Bonzin et Régis Debray, d'avoir accepté de nous aider y aider dans un contexte passionnel qui, a priori, ne s'y prête guère. Cela n'interdit pas l'émotion à mes yeux dans le récit circonstancié que fait Charlie Hebdo cette semaine, de nouveau exceptionnel, du massacre terroriste du 7 janvier 2015. On apprend que les dessinateurs, dont les historiques, Cabu et Wolinski, se sont levés, je cite, offrant leur poitrine et leur crâne au Kalachnikov, comme s'ils bravaient les tueurs. C'est ce courage qui restera, le courage de défendre la liberté d'expression, le courage de défier l'interdit et le risque. Mais une autre forme d'hommage consiste à ne pas laisser sans réponse au moins une question, celle qui a été formulée sur France Culture par Philippe Lançon, le journaliste de Libération, collaborateur de Charlie, rescapé de la tuerie, la mâchoire fracassée. Qu'avons-nous fait, a-t-il dit, ou que n'avons-nous pas fait, pardon, pour qu'une telle chose se produise? Ou encore une autre question, qui est la suivante: dans l'impressionnante marche républicaine du 11 janvier 2015, quelle demande de quelle république exactement y avait-il? Et quelle réponse peut-on désormais lui apporter? Sans oublier que les meurtres terroristes de masse ont pris encore de l'ampleur le 13 novembre, à un moment où, cruelle coïncidence, la République s'est vue frapper les 6 et 13 décembre par un abstentionnisme de masse et la redoutable poussée d'une formation xénophobe. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de débattre avec des auteurs qui ont travaillé des sujets qui sont au cœur de nos interrogations. Quel regard porter sur les images de violence qui envahissent les écrans? Marie-Josée Bonzin a publié en 2012 aux éditions Bayard L'image peut-elle tuer, réédité, augmenté en 2015 avec un inédit Images de guerre et performance. Seconde question stratégique: comment la laïcité, pilier de la République, en cause aujourd'hui, peut-elle s'appliquer? Régis Debray publie ce mois-ci chez Gallimard un ouvrage coécrit avec Didier Lesky, qui est le préfet délégué à l'égalité des chances de la Seine-Saint-Denis, qui a un titre significatif, La laïcité au quotidien, guide pratique. Nous vous proposons, en accord avec les intéressés, de les entendre successivement, puis de débattre avec eux, qui pourront chacun rebondir sur les réponses de l'autre. Et à la fin, bien sûr, nous pourrons peut-être élargir le débat, par exemple, sur la République sociale. Elle ne devrait pas être totalement absente de cette affaire, qui n'est pas une mince affaire, oui, et à propos de laquelle je me permettrai, le cas échéant, de dire quelques mots. Voilà. Alors, Marie-Josée Bonzin, on va commencer avec Marie-Josée. Bon, lors d'un entretien avec Antoine Perron, qui était assez remarquable pour Mediapart, le 10 janvier 2015, hein, c'était en plein clash, vous dites
la mort et le mal nous agressent et nous laissent sans voix, tout en nous fécondant. Il faut que l'impensable soit pensé, et lui seul mérite de l'être. Et vous ajoutez, en tant que philosophe, je me dis au travail, où en êtes-vous un an après de ce travail? Marie-Josée. Bonjour, merci pour cette invitation et puis de retrouver mon ami Régis Debray à cette occasion. Et oui, au travail. Bon, comment je me suis mise au travail? Peut-être que je n'arrête pas de me mettre au travail en tant que philosophe, mais surtout en tant que citoyenne, face à cette violence qui n'a cessé de se déployer, particulièrement pendant toute cette année 2015. Et j'ai lu attentivement le livre de Régis, La laïcité au quotidien, et je me suis dit de quelle façon mettre en œuvre quelque chose entre nous, entre ce travail sur la violence, sur les images, sur la visibilité, sur le pensable et l'impensable, et puis la démarche de Régis sur la laïcité, qui est un manuel, une sorte de manuel de régulation des conduites de ceux qui partagent un monde en ne croyant pas forcément, en n'ayant pas les mêmes croyances. Les croyances au pluriel, c'est-à-dire les doctrines, les adhésions, les convictions en révélation, au sujet de révélation, les convictions religieuses étant évidemment celles qui conduisent le plus facilement au fanatisme. Alors cette question de la laïcité, c'est vrai que le Régis y répond depuis son angle d'attaque avec Leski, en proposant un régime, le régime le plus citoyen ou le plus républicain de régulation des conduites et des pratiques dans un monde partagé. Mais il s'agit évidemment de ceux qui ont des croyances au pluriel, des croyances diverses, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des croyances opposées, mais qui s'opposent, en tous les cas, de façon au moins imaginaire et dans le réel cruel, en termes de croyances au pluriel. Et face à cela, la question de la laïcité, je voulais dire qu'elle ne consiste pas simplement à réguler les croyances, mais elle consiste à défendre la croyance, ou plutôt croire. Non pas les croyances, mais qu'est-ce que c'est que ce verbe croire? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a la possibilité de construire un monde sans croire? Est-ce que les laïcs sont des gens qui vivent comme s'ils ne croyaient pas? Ceux qui se déchaînent les traitent de mécréants. En fait, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de vie politique qui ne soit construite sur le verbe et les exercices du verbe croire. Pourquoi? Parce que croire, c'est le fondement du contrat. Croire, c'est le fondement de la promesse. Croire, c'est la question de la fiabilité, de la confiance. Croire, c'est être un homme de parole, c'est tenir parole. Tenir parole, cela veut dire qu'on ne peut pas croire si on n'est pas un être parlant. Donc un homme de parole, c'est à la fois un homme doué de parole et un homme qui tient parole. Il se trouve que la vie politique ne peut se tenir qu'entre des êtres parlants et entre des personnes qui tiennent parole et un pouvoir aussi qui tient sa parole, qui tient ses promesses. Quand quelqu'un ne tient plus sa parole, bien qu'il soit un sujet parlant, il y a un effondrement du lien politique. Il y a un effondrement de la vie politique. Et donc, défendre la laïcité, c'est aussi défendre la fiabilité. C'est partager un monde dans lequel chacun peut faire confiance et, en tous les cas, tient promesse. Ne se dédie pas, c'est-à-dire ne dit pas ou ne fait pas le contraire de ce qu'il dit. Hélas, nous savons depuis quelques années
que nous sommes gouvernés par des gens qui parlent et qui ne tiennent pas leur parole. Cet effondrement de la vie politique par ceux qui ne tiennent pas la parole, par ceux qui ne sont plus pour nous que d'un objet de méfiance, de défiance et de scepticisme, fait que les plus faibles d'entre nous, ou ceux qui ont décidé de nous combattre, vont réactiver avec violence les croyances, substituant avec fanatisme des croyances, venant prendre la place de façon perverse, justement, à ce régime de la parole, de la promesse et de la fiabilité qui désormais nous fait défaut. Donc ça, c'est une des premières choses que je voulais partager avec Régis, en rendant hommage à son travail sur ce désir de mettre à la portée de tous des propositions de régulation des conduites quand on a des croyances différentes. Mais encore faut-il croire en ce que là, un régime républicain ou démocratique, entre un régime de pouvoir et un partage du temps et de l'espace, se fasse dans un monde dans lequel ceux qui sont des sujets parlants et pensants et désirants, sont des sujets qui tiennent parole. Mon travail, c'est réfléchir à toute cette régulation entre croire et les croyances. Dans le travail qu'a fait Régis, un deuxième niveau m'intéresse beaucoup, c'est que la régulation des pratiques et des conduites, pourquoi se pose-t-elle comme problème aujourd'hui? Se pose comme problème à cause de la visibilité que l'on donne, la plus ou moins grande visibilité que l'on donne, que l'on autorise, ou dans laquelle on va donner une emphase, une sorte d'expression hyperbolique des croyances par des signes de visibilité de plus en plus spectaculaires. Et donc là, c'est un autre régime de réflexion sur lequel nous reviendrons, que je ne vais pas développer maintenant de façon à ce qu'on puisse entrer tout de suite en dialogue, mais je reviendrai avec insistance sur le passage des croyances au régime de visibilité et d'invisibilité. Je dirais simplement, pour conclure cette première partie de mon intervention, qu'il se trouve que j'avais été très généreusement invitée par Régis Debray il y a presque 20 ans, peut-être plus, je ne sais plus, à un colloque qu'il avait organisé à Mirmande et qui s'appelait « La fin des manifestes ». Et il m'en avait confié un peu l'organisation ou l'animation, et nous avions ensemble partagé cette semaine de travail sur les manifestes. Qu'est-ce que c'était que les manifestes? On partait du manifeste du Parti communiste, le manifeste du surréalisme. Les manifestes étaient des prises de parole, étaient des discours, vraiment. Des gens qui parlaient, écrivaient, à des gens qui lisaient et qui parlaient à leur tour. Les manifestes étaient des prises de parole entre des gens qui demandaient d'ailleurs que l'on tienne parole. Et puis les manifestes étaient aussi forcément dans notre réflexion commune. Les manifestations. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes la génération des années 60-70, 68, les manifs, voilà, les manifestations, occuper l'espace public, rendre visible la prise de parole, occuper l'espace public, voilà, et rendre public la parole populaire, l'opinion populaire, les manifestations. Mais c'est vrai que le mot manifeste, rendre manifeste, c'est rendre visible. Et du même coup, on se rend bien compte, c'est pour ça que je souhaiterais qu'on y revienne par la suite du débat, non seulement que l'état d'urgence, par exemple, confisque l'espace public et nous interdit de manifester. Plus de manifestation. Mais quoi? L'exhibition et le spectacle. Et donc, si le spectacle est la seule façon maintenant de rendre manifeste, le spectaculaire, de rendre manifeste, l'objet de nos débats, en nous coupant la parole, je pense que là s'ouvre aussi pour nous un vrai travail de formation,
de réflexion, d'éducation. Et je pense que quand tu fais un manuel, tu es là pour accompagner. C'est un geste pédagogique. Non? Oui? Bon, c'est bien parti. Alors, Régis, là, en fait, il y a pratiquement deux sujets. Ce que Marie-Josée a bien fait, d'enchaîner de la laïcité telle qu'elle en a parlé sur l'autre, puisqu'il y avait une logique, d'ailleurs, de la parole. Bon, donc, le livre, il faut quand même en parler, donc, qui s'appelle La laïcité au quotidien, guide pratique, je crois, quelque chose comme ça, quoi. Donc là, il y a une vraie intention d'être dans le terre-à-terre, dans les choses pratiques, les choses du quotidien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'approches philosophiques de la question de la laïcité. Bon, pourquoi là ce souci d'aller juste dans le quotidien des quotidiens, les mots, donc il y a tout y passe, la mosquée, la piscine, les cantines, voilà. Donc tout à l'heure, vous aurez la parole, vous pouvez aussi poser des questions, même si vous n'avez pas le livre, sur ce qu'on appelle les points litigieux aujourd'hui, qui concernent la laïcité. Voilà, alors Régis Debray, donc, pourquoi cette insistance sur ce côté pratique? Oui, d'abord un mot sur ce que vient de dire Marie-Josée. Je lui essayerai d'avoir en quelque sorte parlé du croire, de la croyance. On oppose trop souvent le savoir à la croyance qui ne répond pas aux mêmes besoins. Moi j'aime la croyance pour trois raisons. D'abord parce qu'elle débouche sur une action. Deuxièmement parce qu'elle scelle, elle cimente une communauté. La croyance, c'est ce qu'on partage. Et une communauté, c'est une croyance partagée. Et enfin, la croyance, c'est ce qui creuse le temps, puisque toute croyance est un pari sur l'avenir. On attend d'une offrande, on attend d'un acte, d'un sacrifice, quelque chose en retour. Donc, je lui rends hommage sur ce point. Alors maintenant, tu me poses la question, pourquoi? Pourquoi ajouter un livre, aux 10 000 livres, aux 100 000 livres, aux homélies républicaines, à l'incantation qui fait de ce mot de laïcité une sorte de gris-gris comme ça, que tous les politiques manient avec profusion. Alors que je constate que ceux qui en parlent sont ceux qui la pratiquent le moins. Alors je dis pourquoi revenir au terre-à-terre? D'abord parce que pour un médiologue, le détail, c'est l'épreuve de vérité, le fait, l'acte, et pas seulement la parole, et donc prendre la laïcité en acte sur un certain nombre de points critiques. Et donc, oui, on en avait assez, Didier Lesquier et moi, de cette sorte cette façon de se gargariser d'un mot, dont on ne sait plus à la fin ce qu'il veut dire. Et c'est normal qu'on ne sache pas ce qu'il veut dire, parce qu'il est défini nulle part. La Constitution ne dit pas ce que c'est, et la loi de 1905 ignore le mot. Le mot de laïcité ne figure pas dans le texte fondateur de la laïcité, le texte de décembre 1905. Donc on s'était dit qu'il était peut-être temps de passer de l'incantation à l'examen. Alors je dois dire que c'est pas ce qui m'a motivé, puisqu'on commémore aujourd'hui l'attentat contre Charlie Hebdo et Guy Percacher. J'avais été choqué par deux choses lors de la grande manifestation place de la République. D'abord que toutes les autorités politiques avaient mis en avant le recteur de la mosquée de Paris, qui était une sorte qui ouvrait le défilé. Et puis ensuite, cette journée consacrée à la laïcité se terminait par un culte religieux à la synagogue, ce que je comprends très bien. Mais quand j'ai vu le président de la République porter une kippa, et non un chapeau, comme le faisaient tous les présidents avant lui, sauf M. Sarkozy, qui a été le premier à porter une kippa. Quand j'ai vu la façon dont un lieu de culte devenait un lieu de manifestation, à la limite, enfin sous l'égide d'un Premier ministre d'un État étranger, et que se déployaient des drapeaux d'un État dans un lieu de culte, je me suis dit, mais attendez, mais c'est ça, la laïcité française. Voilà, donc on s'est dit, avec mon copain Lesquier,
qui a été le chef du bureau des cultes au ministère de l'Intérieur, donc il connaît son affaire. Et puis il est sur le terrain dans le 9-3 depuis longtemps. Il a d'ailleurs maintenant, il est passé à une autre fonction. Il est en charge de tous les réfugiés en France. Mais bon, on s'est dit, mais voyons ça d'un peu plus près. Et donc on a eu l'idée de faire une sorte de manuel de protocole. On ne l'a pas appelé protocole parce qu'on s'est dit qu'on pourrait penser que ça s'adresse simplement aux présidents, aux ministres et aux directeurs d'administration qui savent plus ce que c'est que la laïcité. Ils en ont perdu les codes. Ils n'en connaissent pas l'histoire et ils n'en connaissent pas les règles. Et puis on a appelé ça, parce qu'on veut le mettre à la disposition de tout le monde, un guide pratique fondé sur l'examen de 38 cas pratiques qui vont de l'aumônerie à l'excès de zèle, qui vont de l'autorisation d'absence au service public, qui vont de la publicité dans le métro jusqu'à l'organisation des cimetières, etc., etc. Parfois, nous faisons des propositions, comme pour les funérailles nationales, un président de la République. On ne comprend pas pourquoi elles ont lieu à Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce qui se passe si on avait un président juif, ou un président protestant, ou un président athée? Bon. Et on pense qu'il y a d'autres lieux, comme l'Arc de Triomphe, la place de l'Étoile, qui est un lieu symbolique, qui a une certaine sacralité. Après tout, c'est là où a eu lieu la première manifestation de la résistance, et c'est là où les présidents commencent les cérémonies d'investiture. Voilà, on fait parfois quelques propositions, mais on essaie de le faire en toute impartialité, c'est-à-dire que sans faire de l'idéologie, parce que ce manuel est un peu embarrassant pour tout le monde, parce que je pense que ceux qu'on appelle, d'un mot que je récule, les laïcards, je récule ce mot, mais par exemple, ils pensent qu'il faut que les départements concordataires, les 3 départements de l'Est, qui vivent sous le régime encore du concordat, disons, se rallient à la loi républicaine de séparation. Et nous disons que ce n'est pas très heureux, car ça pose un certain nombre de problèmes pratiques, que ça passerait par un référendum, une renégociation avec le Saint-Siège. Bref, à toute question, nous répondons avec le souci de vouloir les conséquences de ce qu'on veut. Voilà. Et donc d'assumer une sorte de responsabilité pratique sur des points théoriques. Et je pense que c'est utile, c'est une sorte, pour tout vous dire, pour moi, c'est un manuel d'éducation civique à la portée de tout le monde, qui permet de faire un peu l'histoire de la République, la géographie de la République aussi, parce que les lois de la République ne s'appliquent pas partout, il faut comprendre pourquoi. Elles ne s'appliquent pas à Mayotte, elles ne s'appliquent pas en Guyane, elles ne s'appliquent pas dans les 3 départements de l'Est, ça chacun le sait. Et il faut se rappeler aussi que le consul de France à Jérusalem doit assister à 32 messes consulaires, c'est-à-dire aux 32 messes des 32 congrégations chrétiennes qui sont à Jérusalem. Ils représentent la République protectrice des lieux saints. Comme ça, il y a des données historiques qui peuvent choquer ou qui peuvent surprendre, mais c'est une façon, si vous voulez, de réviser notre histoire de France et de rappeler un certain nombre de responsables politiques à la nécessité d'ajuster, comme le disait Marie-Josée, d'ajuster leur conduite à leur discours, ce qui devient aujourd'hui très difficile. Régis, une question un peu particulière qui, à la suite de ce que tu écris dans le livre que tu viens de rappeler, j'ai été frappé de voir qu'à un moment donné, c'est un livre en même temps assez détendu sur le sujet. Par exemple, tu recommandes le sourire comme non seulement un droit du laïc, mais un devoir du laïc. Je crois même qu'à un moment donné, tu dis mieux vaut 2 barbecues qu'un. Bon, c'est un peu d'humour, disons,
il me semble, justement, pour détendre le conflictuel. Oui. Non, effectivement, un laïc qui ne sourit pas, c'est dangereux. Un laïc qui ne sait pas rire, c'est embêtant. Donc c'est effectivement le statut de la caricature, le statut de l'ironie, le statut de l'irrévérence, qui fait que, là on en vient à un sujet pour Marie-Josée, qui fait que le dessinateur de presse, le caricaturiste, est au fond sur la ligne de front, il est en première ligne. Pour beaucoup de raisons, dont la première est que l'image, ça parle plus que les mots. Et surtout, c'est compréhensible ou pas compris par tout le monde, c'est-à-dire aussi bien par les Indonésiens que par les Malaisiens, que par les Boliviens. Et avec le numérique, c'est un problème. La transmission immédiate d'une caricature aux quatre coins du monde, c'est un problème. En tout cas, oui. Je pense que l'humour et l'ironie, c'est absolument indispensable, tant que tant qu'on s'en prend aux institutions, aux dogmes, et pas à la personne. Je pense à ce sujet, sur la distinction qu'il faut faire entre la critique des religions et l'injure faite aux croyants. Et on voit aujourd'hui de plus en plus qu'on veut interdire la critique, l'examen critique des dogmes religieux ou des institutions des conduites religieuses au nom de la sensibilité des croyants qu'il ne faut pas injurier, comme on dit, ni blesser. Alors là, nous posons quelques lignes rouges. Voilà. Mais enfin, je redonne la parole à Marie-Josée sur ce point. Marie-Josée. Tu as posé le problème justement des caricatures, donc d'un régime d'image, d'un régime de visibilité. Ça ouvre tout le débat sur la liberté d'expression, la liberté de la création, dont l'Observatoire des libertés, la Ligue des droits de l'homme, s'occupe avec précision, avec une précision juridique, puisque Agnès Tricoire, en tant qu'avocate qui s'occupe des problèmes de liberté d'expression et de liberté dans la création, est extrêmement vigilante sur ce qui se passe sur le front de ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire. Mais à partir en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où il y a les conditions sont remplies pour reconnaître dans une expression un geste créatif, la liberté doit être absolue, totale et inconditionnelle. La liberté de l'artiste. Voilà. Et donc la question des caricatures a posé évidemment la question de où placer le curseur concernant la liberté de la reconnaissance du geste de création, c'est-à-dire du rapport à la fiction. Du rapport à la fiction, c'est-à-dire à la croyance. Et on retrouve toujours ce problème de savoir si ce à quoi l'on s'attaque, c'est les contenus dogmatiques ou doctrinaux des croyances, ce qui n'est pas la question de la laïcité, mais au contraire, en posant la question de la laïcité en termes de liberté, et il y aura d'autant plus de liberté que l'on saura reconnaître, que l'on se donnera les moyens tous ensemble de reconnaître où il y a véritablement geste de création, liberté d'expression, ou au contraire une violence faite, pas uniquement contre les croyants, une violence faite contre les esprits, contre les personnes, comme tu le dis, contre les personnes en tant que telles. C'est un autre problème. Ce qui me paraît important, c'est qu'on revienne au fait que c'est parti, en tous les cas, puisque c'est l'anniversaire, c'est parti de cette histoire d'image, hein, de figuration. On n'a pas le droit de montrer. Bon. Et cette inflammation fanatique concernant ce qui peut être montré et ce qui ne doit pas
être montré, le rapport entre le visible et l'invisible, a été un point de départ. Et je crois que c'est là qu'une véritable mobilisation doit se faire entre le caractère privé des convictions, le caractère public des pratiques et des signes que l'on donne, d'une part, et puis le rapport du privé au public, puis de l'espace public et de la publication. Donc là, je pense que c'est là qu'il faut peut-être réfléchir ensemble et revenir sur cette chose dont tu voulais qu'on parle, qui était le rapport du visible à l'invisible. Depuis le 11 septembre, puisque quand on a fait une réédition du texte « L'image peut-elle tuer », si j'ai ajouté ce texte qui s'appelle « Guerre et performance », image de guerre et performance, c'est, je dirais, par référence à ce qui s'est passé au moment du 11 septembre, lorsqu'un artiste, donc un créateur, Stockhausen, a salué, ou on a pensé qu'il saluait, je pense que c'était autre chose qu'un salut, il a scandalisé en disant que le 11 septembre était une performance artistique. Et donc là, reconnaissant, comme s'il reconnaissait un geste de création dans le choc et l'explosion des Twin Towers à New York. Évidemment, un tollé se lève et nous assistons à ce moment-là à deux choses. C'est le traitement totalement spectaculaire de ce qui s'est passé au moment du 11 septembre à travers les techniques audiovisuelles et la télévision, vignettes, passages en boucle, répétitions, voilà. Donc une saturation du regard absolument incroyable, une exhibition obstinée de cette scène qui d'ailleurs nous faisait dire dès ce moment-là qu'on était obligé de se mobiliser, de se mettre au travail et de penser cet événement qu'on était en train de nous empêcher de penser par un excès d'exhibition, de visibilité et d'image en boucle. Ce qui est revenu dans l'analyse, comme tu l'as rappelé, qu'on m'avait donné l'occasion de faire avec Antoine Perrault en janvier dernier, sur le traitement de ce qui s'était passé à Charlie et chez Koulibaly, avec Koulibaly, et la police ayant été obligée de passer par BMTV, par la télévision, pour avoir des informations sur ce qui se passait dans l'hypercachère. C'est-à-dire qu'on est véritablement à travers la médiatisation et les images, le traitement des images, dans une saturation, exhibition, ostentation quasiment pornographique et spectaculaire de ce qui se passe, comme pour paralyser, subjuguer, fasciner, hélas, autant pas dans l'effroi que dans la jouissance, il y a une érotisation de la terreur à travers ce traitement qui rend effectivement impossible de penser ce qui tombe de ce coup-là, de ce fait-là, dans l'impensable. C'est pour ça que je suis partie du fait que croire relève du geste, de la parole, du geste et de la parole, comme le dit le titre du livre de Laurent Gourand, l'homme qui parle et l'homme du geste, le geste et la parole, et tu as raison de dire qu'il ne s'agit pas uniquement de parler mais de faire, mais on ne peut rien faire en tant qu'humain si on n'est pas un sujet parlant, et à partir du moment où on perd la parole, on devient impuissant. Et d'ailleurs, un des thèmes qui revient sans arrêt aujourd'hui est qu'est-ce qu'on peut faire? On est impuissant. Mais pourquoi on est impuissant? Parce qu'on a perdu la parole. Il n'y a plus de geste, parce qu'il n'y a plus la parole. Pourquoi il n'y a plus la parole? Parce qu'on ne tient plus parole, etc. Et il y a véritablement une articulation qui nous incombe de faire et de penser ensemble, de façon à ce que le rapport au visible, aux images, au spectaculaire et à l'exhibition, jusqu'à l'obscénité, jusque de la terreur elle-même, est en train de paralyser toutes les énergies politiques et de nous priver
de notre conviction, du fait que nous devons continuer à croire que nous pouvons faire quelque chose. Oui, il y a à faire. Quand tu dis philosophe au travail, oui, si je dis au travail, on ne peut pas rester sans voix, sans bras, sans geste face à tout ça. Or, que fait effectivement, par exemple, Daesh? Daesh, qui est le très bon élève de BMTV et d'Hollywood, a décidé de gérer le spectacle de la terreur, à la fois dans les pays en guerre, en inondant la planète de leur performance hollywoodienne en matière d'information, de la même façon que ceux qui sont leurs sbires, leurs petites mains dans les pays où nous vivons, n'est-ce pas, cherchent maintenant à être de plus en plus visibles, repérables, flamboyants, mettre le feu, exploser, être filmé. Chacun est là avec son portable, son appareil photo. Il faut absolument que tout ça soit vu, soit visible, puis on s'attaque au lieu du spectacle. On fait un spectacle de l'effondrement et du massacre qui a lieu dans les lieux de spectacle. Le Bataclan, le stade, etc. Donc, cette espèce d'emphase et d'envahissement du spectaculaire, nous devons absolument en prendre conscience en comprenant que plus on nous fait voir, plus on obture notre regard, plus nous devenons les sujets non seulement de la cécité politique, mais du silence et de l'impuissance politique. Voilà. Et donc, c'est vrai que si j'ai écrit ce texte supplémentaire sur guerre et performance, c'était pour écouter Stockhausen une nouvelle fois en disant, peut-être, dit-il, quelque chose de très prémonitoire. La terreur est en train d'ôter aux artistes la place qu'ils ont dans une société, celle de continuer à produire et à témoigner de la liberté de leurs gestes, de la beauté de leurs gestes, de la promesse de leurs gestes. Voilà, tout d'un coup, la parole de Stockhausen, pour moi, devenait une sorte de cri endeuillé. Voilà, il n'y a plus d'artistes, c'est eux qui prennent la place. C'est terrible. Donc, la façon dont ensuite la question de la performance artistique, qui était une des belles inventions des années 60 à partir du groupe Fluxus, savoir de quelle façon partager un espace dans l'éphémère et dans le spectacle partagé de gestes de création, est peu à peu devenu, sous le signe de la performance néolibérale, c'est de savoir qui ferait le spectacle le plus rapide, le plus immédiat, le plus terrifiant, le plus spectaculaire et le plus accablant, réduisant le plus vite possible à un rythme d'apnée, de coupant la respiration collective, de montrer ce qui nous coupait la parole. Donc c'était en ce sens que je voulais revenir aux images, pas seulement aux caricatures, mais à la façon dont notre énergie imageante est confisquée. Alors, merci Marie-Josée. On va voir tout à l'heure un dessin, vous verrez pourquoi. Mais là, sur ce que vient de dire Régis Debray, on touche à un problème embarrassant. Pourquoi est-ce embarrassant? Parce que les gens de Daesh ont des amis involontaires et ce sont non seulement les masses médias occidentaux, mais les gouvernements occidentaux. Je m'explique. À quoi vise une action terroriste? À faire parler d'elle, à paralyser le jugement et à immobiliser tout un pays par un effet psychologique de terreur. Et il se trouve que le terroriste a des attachés de presse. Ces attachés de presse sont les journalistes.
dire ça, je sais que c'est un peu provoquant et je le dis pour provoquer précisément, mais un acte terroriste a besoin d'une caisse de résonance. Un acte terroriste a besoin d'un porte-voix, d'un amplificateur, d'un micro. Or, il se trouve que la logique médiatique, qui est une logique qui fonctionne à la surprise, à l'inattendu, au sensationnel, à l'effroi, à l'émoi, en quelque sorte, trouve avec l'acte terroriste, je dirais, une pâture exceptionnelle. Et la machine médiatique embraye donc et amplifie de telle sorte l'acte terroriste qu'il transforme l'acte terroriste dans l'opération la plus économique qui soit. Celle où avec le moins de moyens, de matériel et d'argent, j'obtiens le maximum d'effets. Le terrorisme, c'est le minimax. Et je disais l'autre jour à des militaires, vous voyez, vos opérations extérieures, ça coûte très cher et ça rapporte peu, alors que 5 ou 6 zigotos, pour ainsi dire, un peu illuminés et sans doute téléguidés, c'est un investissement très limité pour une organisation et un retour sur investissement considérable. Ils en étaient d'accord. Et là, on est devant, si vous voulez, une logique, la coïncidence de deux logiques. D'un côté, une action, la logique d'une action terroriste, du terreur de masse, et la logique des médias de masse. Et comme les gouvernements, pour diverses raisons, sont, comme chacun sait, obéissent scrupuleusement à la pression médiatique et au récit médiatique, et ont par ailleurs besoin de sonner le tocsin pour rassembler, unifier un pays derrière un chef de file, en l'occurrence un président ou un premier ministre. Donc, si vous voulez, il y a des utilités concordantes. Et ça, c'est ce qu'il y a d'extrêmement pervers, voire diabolique, si vous voulez, dans la situation d'aujourd'hui. Maintenant, pour revenir à ce que disait Marie-Josée, elle a dit un mot qui lui a échappé, elle va tout de suite comprendre que sans doute je l'ai mal compris. Elle parle d'une liberté d'expression inconditionnelle, absolue. Il n'y a pas. Oui, alors je reviendrai. Mais je tiens à dire parce qu'aujourd'hui il y a énormément de démagogie sur le thème il est interdit d'interdire. C'est une formule de potage, bien sûr. Car est-ce qu'on va donner libre cours aux appels au meurtre, aux proclamations antisémites, aux injures et aux outrages, aux calomnies et aux diffamations? Donc, dès l'origine, comme toute liberté, elle est soumise à des obligations, elle est soumise à des limites. Et comme le dit la Déclaration des droits de l'homme, oui, la liberté de communiquer des pensées, des opinions est un des droits les plus précieux, sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et les cas déterminés par la loi ont été depuis longtemps définis, la loi de 1980, etc. Alors effectivement, la liberté de création artistique, c'est autre chose. C'est de ça que je parle, la liberté de mais je note que même là, il y a des restrictions. Il y a des restrictions, non pas à la liberté de création des œuvres de l'esprit, mais à l'exposition des œuvres de l'esprit. Il faut distinguer entre l'exposition sur la voie publique, laquelle doit être accessible à tous sans blesser ni injurier personne, et la liberté reconnue dans les lieux clos. Nous avons la possibilité, chacun, d'entrer dans une librairie, d'aller dans un cinéma, et cela, nous sommes des adultes libres et consentants, et ça, c'est quelque chose qu'il faut distinguer. Il y a des images qu'on ne peut pas mettre dans le métro, alors qu'on peut les trouver dans tous les musées, et ça, c'est la jurisprudence qui le dit. Je parle de la jurisprudence française. La jurisprudence européenne est encore beaucoup plus contraignante, car je vous rappelle que nous sommes le seul pays laïque d'Europe, au sens rigoureux du mot. Et deuxièmement, et là, excusez-moi, je rentre un peu dans la casuistique, mais la laïcité, c'est une construction juridique, c'est pas la tolérance.
Je m'insurge contre cette idée que la laïcité, c'est la tolérance. Le mot de tolérance est un mot monarchique, c'est un mot d'ancien régime. Je souffre que, je tolère que, mais je pourrais ne pas tolérer. Un droit n'est pas toléré, un droit est reconnu. Autrement dit, il y a dans l'idée que la laïcité, c'est simplement la tolérance, une idée, au fond, on assume un peu, oui, l'édit de tolérance d'avant la Révolution. Nous tolérons, nous les catholiques, que les protestants puissent avoir un état civil. Mais celui qui tolère peut ne pas le faire. Autrement dit, une tolérance est une condescendance. La tolérance est à la laïcité, ce que la charité est à la justice. C'est une bienveillance, mais la laïcité, c'est beaucoup plus. C'est un ensemble de règles, d'obligations et de principes contraignants. Oui, et je disais, parce que j'ai suivi un certain nombre de pensées, notamment sur les affiches, par exemple, l'affiche pour le film Amen de Costa Gavras, n'est-ce pas? Je crois que c'était Toscani qui l'avait faite, on voyait une croix gammée avec une croix, vous vous souvenez peut-être de cette affiche. Et le tribunal a fait cette distinction qu'on retrouve très, très, très souvent. Est-ce que cette affiche de 40 mètres de long sur 11 de large, est-ce qu'elle a un but commercial ou est-ce qu'elle est là pour déclencher un débat d'idées? Et le tribunal a conclu que c'est une affiche qui fait réfléchir, qui est destinée à enclencher une discussion collective. Et donc, il y a certaines affiches qui sont des œuvres d'art qu'on a jugées simplement publicitaires et commerciales. Je pense à certaines affiches pour Volkswagen ou d'autres marques qui mimaient la scène, si vous voulez, avec des femmes nues, etc. Et puis d'autres affiches qui participent à un débat d'idées générales et qui, celles-là, ne sont pas condamnées. Donc, vous voyez, même dans des cas qui semblent absolument évidents, la législation pose un certain nombre de limites, parce que là où il y a de la civilisation, il y a des limites reconnues, des limites acceptées, des limites émanant de la souveraineté populaire, car qui correspondent à des lois votées par nos représentants, et cela dès 1789. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui, je note tout de même une grande poussée, disons, de type libertaire, sur le thème « tout est permis ». Non, tout n'est pas permis. Et la laïcité invite un certain nombre d'autocensure. Alors je sais bien que le terme d'autocensure, ça fait frémir, mais un homme comme Plantu, il admet qu'il s'auto-censure. Il y a des sujets qu'il n'aborde pas, où il le fait d'une façon mesurée, il dit irresponsable. Et je crois qu'il a raison. Alors bien sûr, dire des choses comme ça, on passe tout de suite pour un timoré ou un timide, mais je vous rappelle que ceux qui soutiennent ce genre de position, on a le droit de tout dire, ils ont tout de même fichu ciné à la porte de Charlie Hebdo aussi. Ah, il y a donc des choses qu'on n'a pas le droit de dire, aux yeux même de ceux qui travaillaient à Charlie Hebdo. C'est comme ça. Je vous rappelle que une bande dessinée Hitler et la SS, qui était faite par des gens de gauche, et qui tournait, qui faisait de l'ironie sur les camps de concentration, mais c'était qui savaient les lire, savaient que c'était un livre anti-nazi, anti-fasciste, mais le livre a été interdit à la vente, et en tout cas interdit à l'exposition. Autrement dit, ce que je veux dire par là, et pour revenir un peu au travail de Marie-Josée, il faut comprendre que qu'est-ce que pour nous, notre vision, notre éducation esthétique fait que nous avons pour nous des images à 2 degrés. Nous pouvons lire des images au second degré, comme on peut dire dans un trait d'humour des mots au second degré. Mais il y a des cultures pour qui l'image n'est pas au second degré, elle est au premier degré. On ne sait pas faire, on n'a pas le recul, on n'a pas la différence entre la représentation et le représenté. Ce qui fait que pour nous, une image anodine, parce qu'on sait très bien que
L'image n'est pas la chose, l'image n'est pas l'homme, c'est une caricature, c'est un jeu, etc. Il y a d'autres cultures dans lesquelles on ne comprend pas ça. Donc nous avons également à tenir compte d'un certain héritage propre à l'Occident, car nous sommes dans une situation privilégiée, favorisée, mais ce n'est pas la situation de la planète. Voilà, je dis simplement ça. Je dis ça pourquoi? Parce qu'avec le numérique, les règles du jeu changent. On n'est plus au moment de l'assiette au beurre, du charivari. Parce qu'il faut voir que les images de la presse en 1900, 1990, étaient beaucoup plus violentes que celles qu'on a aujourd'hui. La façon dont ils traitaient les curés, les jésuites, le pape et Jésus-Christ et Dieu étaient vraiment beaucoup plus, je dirais, sarcastiques et injurieuses même. Le problème, c'est qu'elles restaient dans l'Hexagone. Hein. Bon. En Belgique, je pense aux images de Félicien Rops, vous savez, aux caricatures du Christ, etc. Mais aujourd'hui, avec un ordinateur, c'est immédiatement à Jakarta ou à Alger. Et là, je pense que ça force un certain nombre de gens, je pense à Planpion en particulier, avec ces technologies qui font de l'espace mondial un espace public. C'est-à-dire qu'au fond, nous, on dit, la Joseph dit, il y a des choses qu'on ne peut pas exposer en public, dans les couloirs du métro. Il faut que je puisse passer dans les couloirs du métro sans être, moi je suis forcé d'y passer, donc je suis contraint d'y passer, parce que la seule ligne rouge, c'est la contrainte. Si vous êtes obligé à voir ou à ne pas voir, un laïc dit, merde monsieur, je fais ce que je veux. Mais si je suis obligé, par une situation de fait, ou une loi qui me dit vous êtes obligé de croire ceci ou de ne pas croire cela, alors là, je m'insurge. Voilà, donc je dis ça pour rappeler, mais évidemment que Marie-Josée connaît tout ça, pour rappeler qu'on ne peut pas avoir de position extrêmement tranchée. Et ce petit livre est fait simplement, non pas pour pinailler, hein, mais pour rappeler les faits inscrits dans les jurisprudences et dans nos pratiques quotidiennes. Il faut évidemment fréquenter un peu les tribunaux pour, disons, savoir passer entre Carib et Scylla, c'est-à-dire passer entre n'importe quoi provocateur et ce que j'appelle la laïcité intimidée, celle qui a peur d'elle-même, hein, et qui, par exemple, occulte certaines images concernant le prophète, voilà, parce qu'il y a ce que j'appelle, c'est dont on parle dans l'excès, il y a une laïcité qui veut faire peur et une laïcité qui a peur. Je crois qu'il faut trouver un chemin entre les deux. Pas une laïcité de provocation qui au fond vise à restituer la chrétienté, la terre et les morts. Hein. Ça c'est une laïcité d'exclusion. En gros, on veut exclure ce qui est connu. Hein. Vous voyez ce que je veux dire du côté de l'extrême droite. C'est pas une confiscation là, hein, du mot de laïcité. Et puis il y a une laïcité, je dirais, qui, se voulant tellement tolérante ou bienveillante, elle est une laïcité apeurée qui, je dirais, incorpore les interdits que certaines religions s'administrent à elles-mêmes, mais qu'elles n'ont pas le droit d'administrer aux autres. Voilà. Enfin, puisque tu as dit que je risquais de... soit je vais laisser échapper ou me faire mal comprendre, ce que j'appelle une liberté inconditionnelle concerne vraiment le geste de création. Le geste de création reste tout le travail juridique. C'est pour ça, comme je suis à l'Observatoire de création de la Ligue des droits de l'homme, je peux dire et témoigner du débat et de la réflexion profonde, difficile, cas par cas, vraiment par cet observatoire, de toutes les articulations qu'il y a entre justement la régulation de la liberté des libertés, de la liberté d'expression, qui demande juridiquement que l'on respecte la vie privée, la dignité de chacun et sa vie privée, et le geste de création, la question de la censure, et, comme tu l'as très bien dit, en quoi un geste de création se reconnaît à ce qu'il est un rendez-vous du spectateur, de l'auditeur,
et du public auquel il s'adresse un rendez-vous pour un débat. C'est-à-dire qu'une création est précisément ce qui n'impose absolument pas une opinion, une doctrine, une idéologie, qui n'oblige pas à croire ou à croire désormais ou à ne plus croire désormais, mais au contraire, quand il y a création, il faut qu'il n'y ait aucune condition à cette création. Et ça, la loi vient de le confirmer. Et tu as tout à fait raison d'évoquer le rapport entre création et publication, mais là encore aussi, la réflexion juridique travaille et ne cesse de travailler sur cette question aujourd'hui. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que les nouvelles conditions de diffusion par Internet, qui sont des diffusions planétaires, font que la façon de penser ce que l'on fait du côté même des créateurs demande chez eux de prendre en compte le caractère public et planétaire de ce qu'ils font. Bon. Mais tout ça, ce sont, je dirais, presque sinon des évidences, ça pourrait même devenir des platitudes. Ce qui me paraît important, c'est peut-être de revenir à quelque chose que tu as dit, avec quoi je ne suis pas d'accord. Donc j'aime bien trouver le moment des débats. C'est de dire le terrorisme est une sorte d'art pauvre. C'est pas de l'art très pauvre, il se fait avec peu de moyens. Daesh est riche. Daesh est fondé sur l'argent. Le recrutement de la jeunesse se fait sur le thème de l'argent qu'on leur distribue, des promesses qu'on leur fait, qui seront tenues ou pas tenues. L'argent est massivement derrière l'État islamique. Et justement, j'avais amené cette image. Avant qu'on montre l'image que j'ai amenée, je voulais dire, pour moi c'était très important de bien se rendre compte qu'il y a dans le terrorisme une articulation profonde et qui nous est donnée à penser, qui nous est à charge de penser, entre le système néolibéral et le déploiement de ce terrorisme. Et précisément du fait que Daesh exploite massivement la crise économique, les flux financiers, la question du pétrole. D'ailleurs, la baisse du prix du pétrole n'est pas sans effet aussi sur ce que va devenir Daesh. Pendant 30, c'est peut-être pas ce dont on va parler, mais je veux dire que dire du terrorisme que c'est quelque chose qui se fait avec peu de moyens, non. Ça se fait avec beaucoup d'argent et avec un désir de profit très, très radical. Donc c'est vrai que quand j'étais au congrès de l'AICA à Londres, c'était en décembre dernier, j'ai voulu travailler sur cette question précisément. Et il y avait là une dessinatrice de Art Press, Chloé Floira, qui, en écoutant nos débats, nos conférences, puis les débats, a fait un dessin que j'ai trouvé extrêmement parlant et très drôle. Justement, parce on peut le montrer. Alors, la technique là, est-ce que... Dessin donc de Chloé Floira, elle signe Chloé. Je sais qu'on a le dessin. Hein. De là, oui, ça y est. Le prix du marteau. Vous avez le marteau du commissaire-priseur sur Jeff Koons et le marteau du terrorisme, c'est le même marteau, avec les dollars en dessous, sur ce qu'on casse d'un côté et sur ce qu'on vend de l'autre. Et bon, elle a voulu comme ça synthétiser par un dessin voilà, ce voisinage, ce dos à dos du marteau du commissaire-priseur et du marteau terroriste. C'est d'argent qu'il s'agit. Et je crois que si on ne prend pas conscience du rapport qu'il y a entre la situation du terrorisme et la débâcle politique à laquelle nous soumet le système néolibéral et la dictature financière, qui fait que des guerres ont lieu à partir de situations financières, économiques et de profit, de questions de profit, on passe
à côté d'une des racines même du problème, en pensant qu'on est uniquement en train de se battre entre Allah et Jésus-Christ. C'est pas vrai. Non. Bon. Alors, non, il y a Marie-Josée, bon, on va enchaîner comme ça. Hein. À un moment donné, je crois que, je voulais retrouver mes petits papiers, hein, tu dis qu'il y a cette... Tu parles des passions. Hein. Tu dis que l'issue repose sur la gestion politique des passions par la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la gestion politique des passions par la communauté. Parce que l'amour est une passion, la haine est une passion. Parce que peut-être j'ai lu Spinoza et que j'ai lu Hannah Arendt, et que ça m'a permis peut-être, face à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, de réfléchir au fait que si le contrat social est un contrat de fiabilité, de rapport à la parole et à la promesse, être un homme de parole, c'est être un homme fidèle. Je veux dire que le déploiement de l'amour et de la haine est inséparable de la vie politique. Hannah Arendt a magnifiquement travaillé sur ces questions. Justement, à partir de sa lecture de Spinoza, qui distinguait, qui parlait des passions tristes, de celles qui ne permettent pas d'accroître notre puissance d'agir, qui diminuent notre puissance d'agir, et des passions positives qui accroissent notre puissance d'agir. Il est hors de question de penser la vie politique sans amour et sans haine, sans confiance, sans promesse, sans parole. C'est que la vie politique, si c'est une vie de la croyance, c'est une vie de l'émotion. Et les émotions, il y a des émotions politiques. Et si le domaine de la culture, de la création et de l'art est si essentiel pour produire du lien politique, c'est précisément parce qu'il appartient aux artistes de prendre en charge le régime émotionnel de la communauté. Et donc c'est à partir de là, c'était à partir de la dimension d'émotion. La vie politique est une vie émotionnelle. C'est une vie de l'énergie de la croyance, de l'énergie de la promesse, de l'énergie de la parole, de quelque chose qui nous porte, qui nous fait chanter ensemble, rire ensemble, pleurer ensemble, aimer ensemble ou haïr ensemble. Et donc, c'est de cela que je voulais parler. Alors, c'est un long développement sur lequel je pense qu'on pourrait débattre ensemble, justement, pour se rendre compte à quel point la défense du monde de la culture et de l'art n'est pas simplement une défense des régimes de la pensée, de l'intelligence, enfin, qu'il ne s'agit pas de la vie intellectuelle, mais au contraire de construire politiquement un rapport émotionnel à l'espace, dans l'espace et dans le temps que nous partageons. Voilà. Donc, c'était ce rapport. Il y a aujourd'hui une véritable culture de la haine. En tous les cas, la haine est devenue une énergie de paralysie des intelligences et de la vie émotionnelle et du vivre ensemble. Donc, oui, j'avais envie que l'on parle de ça, de dire
Ça fait partie aussi du travail que j'avais fait assez longuement avec Gérard Paris-Clavel, hein, sur la question du voisinage. Je crois que tu as dit, mais finalement, peut-être que mon dernier engagement, ça va être contre la barbarie. Bon, alors, donc, tu te souviens pas de ça? J'ai entendu oui, ça. Oui. Et donc, qu'est-ce que c'est cet engagement? D'abord, qu'est-ce que c'est avec Madame H, c'est-à-dire, tu prends des distances avec l'histoire, ou c'est l'histoire qui prend des distances, et à ce moment-là, voilà qu'il y a cette barbarie dont on parle, et dont tu dis, ce sera mon dernier engagement. Oui, je pense en tout cas que l'ordre du jour a changé, si tu veux, c'est-à-dire que nous n'en sommes plus au point où nous pouvons souhaiter, de façon réaliste, changer la vie, mais nous sommes au point où nous pouvons empêcher que la vie ne disparaisse, c'est-à-dire que notre civilisation, notre culture, nos libertés disparaissent. Donc, empêcher que le monde ne se déface, oui. Empêcher que la barbarie gagne, ça me semble être le combat d'aujourd'hui. Et c'est d'autant plus impératif que nous avons une classe dirigeante qui n'a plus de vision de l'histoire. Quand je parle de Madame H, je parle du sentiment de l'histoire, c'est-à-dire du sentiment d'avoir une certaine obligation envers une dette que nous ont transmis les ancêtres, les forces révolutionnaires du passé, comme disait Pasolini, dont Ernest a fait le portrait. Et donc, devant cette désertion que l'économisme aujourd'hui, puisque la politique est remplacée par l'économie, nous avons des dirigeants qui sont au fond des comptables, qui ne sont pas des gens qui ont une vision des longues durées, à la fois dans leur mémoire comme dans leur projet. Cette façon dont nous sommes mangés, à la fois par le calcul économique et par l'instantané, je constate effectivement qu'il y a la perte du sentiment historique, liée d'ailleurs au déclin de l'enseignement de l'histoire dans les écoles. Quand on regarde les manuels scolaires, on voit que, évidemment, que l'histoire de France a disparu, mais même que l'histoire, on ne raconte plus l'histoire de la Révolution française, par exemple. Donc, oui, je pense qu'il y a un assèchement de l'émotion historique, pour parler d'émotion comme Marie-Josée, je suis bien d'accord avec elle. C'est parce que la politique n'est plus chargée d'émotion que l'émotion religieuse qui a lieu de politique. C'est-à-dire que chez nous, la politique a été une religion civile, c'est-à-dire a été quelque chose qui a cimenté une classe sociale, qui a cimenté une nation en lui donnant un avenir, et aujourd'hui, comme cette politique est à volo et qu'elle est remplacée par l'économie, eh ben, c'est la religion que politique que l'on nous impose de l'autre côté. Donc voilà, je fais simplement ce constat, mais je dis que ce n'est pas du tout une raison pour baisser les bras, au contraire. C'est parce qu'on découvre ce phénomène très bizarre qu'il y a une sorte de remontée des archaïsmes, c'est-à-dire au fond que tous les acquis d'ordre civique et politique sont des acquis assez récents, d'un siècle ou deux, et tout ça, dans les situations de crise, ça s'effrite, ça se désarticule. Autrement dit, ce qui est arrivé en dernier, c'est ce qui part en premier. Ce qui est arrivé en dernier, bah oui, c'est le parti politique, l'idée de citoyenneté, l'idée de souveraineté, l'idée d'État, l'idée de puissance publique, et tout ça éclate. Parce que c'était beaucoup plus fragile qu'on pensait, et que remonte ce qu'il y a de plus barbare, entre guillemets, et même sans guillemets, c'est-à-dire le clan, l'ethnie, l'enracinement dans ce qu'il y a de plus instinctuel, primitif. Et donc je dis qu'effectivement, c'est peut-être le moment de se mobiliser, c'est certainement le moment de se mobiliser pour empêcher que notre monde ne se défasse. Et malheureusement, il
il y a une carence de notre personnel politique dans ce domaine. Je suis très frappé. Alors, je crois aussi, si vous voulez, que le sentiment de l'histoire est lié non seulement à une imagination, à des images, hein, de celle qu'on appelle du roman national, si vous voulez, que ce soit les images du colonel Fabien, de Jaurès, de Clémenceau, de Gaulle, jusqu'à celles de Danton et de Robespierre. Bon, ces images ne sont plus, elles ne circulent plus, elles ne sont plus dans nos manuels d'histoire. Et donc, nous vivons dans une société dont l'imaginaire se rétrécit de plus en plus, et dont la culture écrite se rétrécit aussi. Moi, je me demande si une société post-littéraire peut rester une société historique, si vous voulez, parce que l'histoire, c'est un récit, c'est une narration. Pour aimer avoir le sens de l'histoire, il faut lire des livres, quoi. Bon, et ben, quand on lit moins en moins de livres et quand on regarde de plus en plus la télévision, je pense qu'on a un peu, si vous voulez, un rétrécissement du temps, la perte de la profondeur de temps, si vous voulez. Hein. Et donc, voilà, donc tout ça fait que c'est au fond qu'on est peut-être au pied du mur, au bord du précipice, et que c'est à ce moment-là qu'il faut dire non à des retours de barbarie ou à des retours de réaction, tout simplement, qui deviennent dangereuses. Autrement dit, oui, comme Marie-Josée disait, retrouver de l'émotionnel. Et la règle des 3%, c'est pas de l'émotionnel. Pour politique. Et nous avons, je dirais, moi je ne crains pas de dire, à retrouver ce qu'il y a d'exemplaire dans notre passé, qui est une façon pour nous de relever un défi, d'avoir le sentiment d'un défi à relever et d'une histoire à prolonger. Voilà, donc je ne suis pas du tout dans une position d'application ni de retraite, simplement je considère qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à nos représentants politiques pour maintenir vivante l'histoire de France, tout simplement. Donc c'est à vous de jouer. C'est bien une crise de la fiabilité. Oui, on peut dire ça. J'ai souvent cité la parole d'André Gide, les criminels manquent d'imagination. Effectivement, il y a aussi une phrase que j'aime beaucoup qui vient du journal de Kafka, hein, qui écrit dans son journal que pour lui, écrire, c'était sauter hors du camp des assassins. Je trouve que ce sont comme ça des signaux envoyés par des grands artistes qui disent bien qu'au fond, entre la création et le meurtre, il y a à choisir. Pour Jaurès, tout ça, c'est homme de gens ici qui doivent le savoir. Non, mais c'est pas pour parler de Jaurès, c'est pour dire que, si d'ailleurs, chez cet homme, il y a eu le croisement de deux choses qui, à mon avis, aujourd'hui, manquent cruellement. C'est le croisement qui manque. C'est que Jaurès a été dans un monde, et il l'était lui-même, où il y avait une sorte de grande énergie intellectuelle, de toutes sortes, philosophiques, historiennes et tout. C'est un grand auteur d'histoire. Jaurès, c'est un philosophe, mais il est surtout très cultivé sur toutes les grandes, les grandes poussées intellectuelles, en Allemagne, en France, partout dans le monde. Mais, il y a la chose qui se croise chez lui avec ça, c'est le mouvement ouvrier. C'est-à-dire que l'égalité, par exemple, c'est Rousseau, mais en même temps, il l'a vécu de près, hein, dans sa chair, et dans la chair des gens considérés, avec les mineurs de Carnot. Bon. Et je pense que le XXe siècle, ce qu'il a produit parfois de meilleur, mais c'est 36, c'est 44, c'est quand même, dans une certaine mesure, 68 et tout, ça a été la présence, ça a été le fait que le mouvement ouvrier a été un acteur de cette histoire qui nous manque aujourd'hui. Parce que les grandes figures dont tu parles, dont je pense que tu as parfaitement raison, surtout quand il s'agit du colonel Fabien ou du général de Gaulle, parce que c'est un peu aussi la même histoire, la même période, mais il y avait aussi ce qui a donné naissance aux grandes réformes de la libération, c'était le mouvement ouvrier antérieur.
C'est pas la résistance qui a fabriqué le mouvement ouvrier, c'est le mouvement ouvrier qui a investi la résistance, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et que je pense qu'aujourd'hui, alors, quand je dis ça, il y a des gens qui me disent, oui, d'accord, enfin, tu rêves, tu es au 19e siècle, ou au début du 20e, ou au milieu du... Voilà. Donc c'est un problème. Je n'ai pas la solution, mais je pense que la question, disons, sociale, pour parler comme ça, c'est-à-dire comment on fabrique une république sociale qui soit aussi laïque et universelle, comme j'ai l'habitude de le soutenir, bon, et bien là, on a un problème, c'est que fait-on par rapport, à un moment donné, aux classes populaires, et à un moment donné, comment les traiter, qu'est-ce qu'on peut attendre d'elles, ou est-ce qu'on les noie dans une vie politique, comme vous venez de le décrire, qui à un moment donné, quelque part, les désespère et les décourage. Et moi j'ai une question à te poser, Charles. En tant que porte-voix et apôtre de Jaurès, dont tu es le représentant. En venant, avant de chercher, comme je savais que j'allais te voir et comme je connais tes livres sur Jaurès, j'ai noté une phrase de Jaurès et je me dis, tiens, je vais demander à Charles qu'est-ce qu'il en pense. Je lis, entre guillemets, je ne conçois pas une société sans religion, c'est-à-dire sans des croyances communes, qui relient toutes les âmes en les rattachant à l'infini d'où elles procèdent et où elles vont. Comment tu interprètes cette phrase? Tu ne me coinceras pas, Régis. Non, mais je trouve que je ne fais pas partie des gens comme Villemin qui disent que Jaurès était croyant en Dieu, etc. Mais je suis frappé qu'il dit, moi je suis d'accord avec lui. Simplement, le mot de religion, moi je dis, c'est une communion. Une communion de croyants. Pas de religion révélée, bien sûr, ni du bon Dieu. Mais moi, je suis d'accord, je ne conçois pas une société sans religion, c'est-à-dire sans des croyances communes qui relient toutes les âmes. Je signe. Est-ce que tu le signes aussi? Non, mais ça, si je me permets, chacun comme pour un. Madame Robert-Hue, qui connaissait l'affaire, ouais, disait que Jaurès était quand même du 19e siècle. Quand même, du 19e siècle. C'est pas exactement le monde d'aujourd'hui. Il était d'un monde profondément catholique. La mère catholique, la femme catholique, sa fille qui a fait sa communion, il y en a eu l'opprobre des anticléricaux, etc. Donc je pense qu'à cet égard, il y a chez Jaurès la recherche, et ça, je suis prêt à le partager, d'une vraie spiritualité, d'une vraie transcendance qui fait qu'on ne se contente pas, disons, de la médiocre vie de tous les jours, sans vouloir trouver quelque chose qui nous dépasse. Bon, le problème avec Jaurès, c'est qu'il ne fait pas que ça. Il met les mains dans le cambouis. Et par exemple, sa célèbre histoire socialiste de la Révolution française, il en définissait le caractère comme ça, que c'est connu, matérialiste avec Marx, lyrique avec Michelet, héroïque avec Plutarque. Ça dit beaucoup de choses, bon, mais quand même matérialiste. Donc il peut faire un grand article intitulé Dieu, qui est paru dans la Dépêche du Midi, à l'époque, et en même temps, il est matérialiste dans l'histoire, pour étudier la Révolution française et pratiquer lui-même l'histoire de son temps, celle dans laquelle il allait demain. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. tu as parfaitement répondu. Moi, Jaurès était un matérialiste religieux. Et moi, je suis assez sur cette ligne-là, en enlevant au mot de religieux, bien sûr, tout ce qu'il peut y avoir de surnaturel. De religieux. Non, pas de religieux. Tout ce qu'il peut y avoir, je crois qu'il y a la religion, c'est ce qui est relié, c'est la communion. Je reviens à mon point de départ, c'est-à-dire qui est la fondation dans le croire. Jaurès est lié à un siècle et il a son lexique. C'est son lexique. Et c'est ce dont il dispose pour dire ce dont il parle. Mais dans la citation que tu as donnée, intervient le mot plus important, c'est l'infini. C'est l'infini. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un mot qui vient dans son lexique, qui relève de l'absence de limite, de l'indétermination et de la liberté. Le fait que le registre de l'infini a besoin du lexique de la catholicité au moment où il parle, moi ça ne me gêne pas du tout. Ce qui m'importe, c'est qu'effectivement, il y ait la possibilité chez celui qui prend le pouvoir, qui prend la parole, qui demande à être cru par ceux à qui il s'adresse, c'est qu'il leur demande d'avoir un horizon. Et que cet horizon projette à l'infini, c'est-à-dire dans une libre indétermination, l'horizon des possibles. Le mot religieux est là, le mot religion est là, pour parler, je dirais, d'une articulation très subtile
entre le visible et l'invisible, l'impossible et le possible, l'immédiat et l'infini. Et c'est cette construction, c'est chercher, chacun, à chaque époque, cherche à l'intérieur de son propre lexique et des mots dont il dispose, la façon d'indiquer à sa façon la désignation d'un horizon. Et c'est ça qu'il faut entendre chez Jaurès. Voilà. Et je pense qu'en ce sens, nous pouvons encore l'entendre et nous devons l'entendre. Et si nous disons aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent sont incapables de nous indiquer un horizon, sont incapables de fonder un croire commun, puisqu'ils ne tiennent pas parole, alors c'est ça qui fait qu'il y a un effondrement du lien politique. Parce qu'il ne peut pas avoir de vie politique et de lien politique si nous ne partageons pas ensemble, comme il le dit, du croire. Alors, bien sûr, il dit des croyances communes. Bon, c'est son lexique. Mais derrière cela, c'est un verbe qui a lieu. Un verbe, c'est un acte, c'est un geste. Croire. Croire que nous avons un horizon. Croire qu'il y a une autre chose possible. Croire en une transformation du monde. C'est ce dont on essaye de nous priver aujourd'hui. Donc, oui, je pense que tu peux totalement assumer ce que dit Jaurès, mais que nous pouvons aussi dire qu'il nous appartient de nous réinscrire dans notre propre lexique, parce qu'il est certain que le lexique de la catholicité n'est pas celui qui nous sera le plus commun, le plus facile ou le moins risible même à certains moments. Donc, trouvons les mots pour dire qu'un horizon est encore possible. Bon, Charles, nous avons des Vous m'entendez? Oui, j'aurais deux petites questions à poser aux intervenants. Que doit-on penser d'un Premier ministre qui recommande de ne pas lire un livre à ses citoyens par rapport à la liberté d'expression? Deuxième question, comment nos intervenants voient-ils l'articulation entre la liberté d'expression et les lois mémorielles qui sont une spécificité française? Merci. Disons, évidemment, je ne peux pas épouser ce genre d'intervention qui est anti-laïque, alors pour le coup, parce qu'un pouvoir politique n'a pas dicté ce qu'on doit lire ou ne pas lire. Donc, la laïcité, c'est d'abord l'indépendance de l'esprit. Et évidemment, à ce compte-là, sous cet aspect-là, plus de faute. Quant aux lois mémorielles, elles mettent en question la laïcité aussi. Parce que la laïcité, c'est d'abord la reconnaissance de l'autonomie du savoir, de l'autonomie de l'examen critique par rapport à toute pression extérieure, que ce soit celle de l'opinion publique ou des pouvoirs établis. Ça s'exprime par la franchise universitaire et le fait que les enseignants et, a fortiori, les chercheurs ont une totale liberté de recherche dans leur domaine. Autrement dit, la mémoire est respectable, bien sûr, puisqu'elle traduit, je dirais, une identité souvent primée, souvent occultée, qui réclame une reconnaissance, et il y a droit à cette mémoire. Je veux dire que ce soit une mémoire ethnique, sexuelle, religieuse, a fortiori une mémoire raciale dans le cas de l'esclavage, mais cette mémoire ne peut pas dicter ses lois à ce qui relève de la raison, qui est quelque chose que tout le monde peut partager, qui a sa propre déontologie critique. Autrement dit, la mémoire ne peut pas tenir lieu d'histoire. La mémoire est affective, l'histoire est critique. La mémoire est respectable dans son ordre, mais elle ne peut pas imposer son ordre à la recherche des intéressés du vrai. Donc, de même qu'il y a une séparation entre les églises et l'État, il doit y avoir une séparation entre l'histoire d'un côté et les revendications mémorielles de l'autre.
Et c'est cette indépendance du savoir qui est aujourd'hui à sauvegarder. Aussi la séparation radicale de la culture et de la communication. Alors oui. Oui, alors c'est le mot barbare qui fait que, alors que je n'avais pas l'intention de participer à ce débat, enfin de poser des questions, me fait réagir, d'autant qu'il a été plus ou moins associé à l'idée que ce qui sortirait de la barbarie, avec tous les guillemets que moi j'ai envie de mettre, n'est pas ce que vient de dire Marie-Josée, et que je partage complètement, la possibilité d'un infini et d'un horizon. Je rappelle que l'hymne zapatiste, qui est une très belle révolution qui dure depuis 22 ans, commence par Yas et Mira, et vous la connaissez en plus, Régis, El Horizonte, c'est-à-dire déjà nous voyons un horizon, mais ça serait la culture, et quelle culture? La culture de l'écrit. Or, que je sache, les peuples, et beaucoup de peuples, n'avaient pas l'écrit, ou qui n'ont pas l'écrit, ne sont pas comptables du plus grand massacre de l'histoire de l'humanité, mais en revanche, pour ne prendre que celui-là, mais c'est parce qu'il faut que j'arrête vite, peuple allemand, peuple extrêmement lettré, n'a pas été épargné par la construction barbare de l'extermination, en tout cas de la volonté d'exterminer, non seulement le peuple juif, Rome, etc. Donc je trouve dangereux aujourd'hui de faire apparaître et d'imposer au monde et à l'histoire la seule culture de l'écrit comme garante de ne pas tomber dans la barbarie. Ça me gêne un petit peu, donc j'aimerais que vous précisiez, s'il vous plaît. Aussi des peuples d'une extrême culture, mais qui étaient de l'autre côté du Panteuxin. Donc c'était un problème de frontière. Et le fait de porter la barbe ou de se raser distinguait l'hirsute du civilisé. Mais je préfère que Régis réponde, puisque tu avais employé ce mot de barbarie, je suppose que c'est avec un sens tout à fait... C'est le sens que Walter Benjamin lui donne en 1939 quand il parle du nazisme. Alors bien sûr, barbarie, je ne le prends pas au sens que lui donnait le monde grec. Barbarie ne veut pas dire primitive, barbarie ne veut pas dire illettré, et nous sommes bien d'accord qu'il a fallu découvrir au XXe siècle que le progrès scientifique ne se traduit pas par un progrès moral, ce qui peut faire d'un pays comme l'Allemagne, extrêmement civilisé, un pays barbare. Bon. Non, mais je maintiens le thème de barbarie. La barbarie, c'est l'absence de loi. La barbarie, c'est l'absence de règles. La barbarie, c'est l'absence de limites. Et même, je dirais, la barbarie, c'est l'absence de frontières. C'est-à-dire, moi, je suis partout chez moi. Je n'ai pas à vous respecter parce que je peux vous écraser quand je veux, si je veux, etc. Donc oui, je crois que le mot de barbarie me convient. D'ailleurs, je crois qu'on l'utilise pour définir les terroristes d'aujourd'hui. Oui, dont je veux rappeler, bien entendu, que l'organisation Daesh est une organisation friquée, mais l'acte terroriste en lui-même, malheureusement, est un acte économe, qui mobilise fort peu de moyens matériels et financiers. Alors, oui, mais vous faites une remarque juste. J'ai passé plusieurs semaines dans le Chiapas, et le sous-commandant Marcos est un ami. C'est un homme extrêmement cultivé et qui a lutté contre la barbarie de l'État mexicain à partir d'une région du sud-est où il y avait fort peu d'écoles. Donc vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas parce qu'on est lettré, ce n'est pas parce qu'on maîtrise la culture écrite qu'on échappe à la barbarie. Je suis d'accord avec vous. Et je crois qu'il y a tout de même, il faut maintenir cette notion de barbarie qui, pour moi, consiste simplement à n'avoir plus de surmoi, c'est-à-dire à donner libre cours à ses pulsions sans aucune considération pour autrui. Voilà. C'est le sens tout pragmatique que je lui donne, mais je ne le confonds évidemment pas
avec le sous-développement, je vous rassure. J'ai connu des sous-développés qui étaient beaucoup plus civilisés que les surdéveloppés, nous sommes d'accord. En fait, si vous n'étiez pas quand même un peu trop pessimiste, parce qu'il y a des énergies qui existent dans les sociétés, des énergies formidables avec justement la circulation des images, parce que justement Internet, ça a permis une massification et une démocratisation, peut-être pas totale, certes relative, mais quand même une démocratisation, et pour le coup sur toute la surface du globe. Parce qu'il y a des énergies formidables aussi dans le fait de ne pas croire. Et il y a beaucoup de jeunes qui justement ne regardent plus les journaux télévisés, etc. Il y a vraiment aussi quelque chose qui donne de l'optimisme justement dans ce refus-là. Parce que aussi, il y a un refus, par exemple, du roman national. Toutes ces choses-là, ça donne aussi des raisons d'espérer. Le vrai problème, c'est le poids du libéralisme et de tout ce système qui pèse sur les médias, sur le système politique et qui empêche les débats, l'éducation et justement l'émancipation via cet accès au second degré, qui existe mais qui mérite d'être développé partout. Et vraiment la question qu'il faudrait que vous, en tant qu'intellectuel, peut-être vous travailliez davantage, ça serait... c'est une demande de tous ceux qui sont militants en fait et qui se demandent quoi faire, comment faire. Et la question, ça serait vraiment comment est-ce qu'on lutte contre ça, comment est-ce qu'on fait pour donner une construction durable à toutes ces énergies qui existent, mais qui aujourd'hui ne parviennent vraiment pas à s'exprimer face à ce système-là. Voilà. Je pense comme vous qu'il y a des ressources et des énergies multiples, innombrables, qui existent, qui agissent, et voilà. Mais que le problème n'est pas comment faire pour qu'elles s'expriment, c'est comment faire pour les fédérer, comment faire pour les lier les unes aux autres, pour que quelque chose de collectif se construise. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans des énergies microsismiques auxquelles je crois très profondément, qui sont partout. Dans les petits métiers, dans les grands métiers, dans les professions libérales, dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans la justice. Plein de mouvements, de personnes, d'associations prennent des risques, prennent des initiatives, font des actions, puis voient leur force décliner. Pourquoi? Parce que... Alors, je me souviens, et vous vous souvenez sans doute, il y a quelques années, il y a eu un essai de fédération de toutes ces énergies, justement parce qu'on les reconnaissait. Et ça s'appelait l'appel des appels. Donc il y a eu, tout d'un coup, pendant quelques mois, pas beaucoup plus, bien qu'on me dise que ça continue. Bon, je ne sais pas ce qui continue. En tous les cas, je ne l'appellerai pas du nom d'un collectif des énergies révolutionnaires. Fédérer, relier et rendre collectif ce mouvement. Et ceux qui ont été à l'origine de ce mouvement, justement, je dirais que en ce qui me concerne, je les ai compris en flagrant délit de ne pas véritablement croire à ce qu'ils étaient en train de construire. Et de ne pas, du coup, être à leur tour fiable. Je le dis publiquement, c'est-à-dire que l'appel des appels s'est dégonflé comme une montgolfière qui n'a plus de feu pour entretenir le gaz qui l'élevait. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons plutôt, non pas désespéré des énergies, elles sont là, nous sommes là, mais à nous dire comment nous retrouver et où nous retrouver, parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a une confiscation de l'espace public, ce qui fait qu'aggraver les choses. Donc voilà ce qui nous est à charge, c'est de savoir combien nous serons ensemble, et qui est prêt à prendre le risque, voilà, d'affronter la manifestation. Émission de télévision
qui s'appelle l'heure de vérité. Je crois qu'il va passer 3 fois. C'est peut-être le paradoxe de ce pays. J'ai l'impression qu'on est un pays paradoxal. On est le pays le plus laïque, comme disait Régis Debray, mais on a été le dernier pays à abolir la peine de mort. Et ça me fait penser à un livre qu'a écrit Régis Debray, qui était destiné à quelqu'un de particulier, Les rendez-vous manqués. J'ai comme l'impression qu'on a raté beaucoup de rendez-vous, avec l'histoire, avec les images, etc. Votre souci. Sur le mot pessimiste, moi je ne suis pas pessimiste, je suis inquiet. Et d'ailleurs, même si j'étais pessimiste, je n'aurais pas honte de l'être, parce qu'il y a un mot de Gramsci, pessimisme de l'intelligence n'empêche pas l'optimisme de la volonté. Je constate que souvent, c'est des gens très optimistes qui ne foutent rien. Hein? Donc moi, le mot de pessimiste n'est pas un gros mot pour moi. Prendre la mesure de ce qui ne va pas, de ce qui se déglingue, c'est une bonne façon de se réveiller. Alors que penser que tout ira mieux demain, c'est peut-être une façon de ne rien faire en restant chez soi ou dans son lit. Donc, j'assume ce mot s'il le faut. Et je vais vous dire pourquoi je suis inquiet. D'abord, c'est vrai, pour en revenir à la question précédente, il y a 2 mots essentiels, c'est fédéré et durable, hein, dans ce qui a été dit. L'économie libérale, c'est chacun pour soi. Et donc l'économie, c'est l'antithèse de la politique. La politique, ça consiste à transformer un tas en tout. Ça consiste à faire sortir d'une pluralité, une unité, une cohésion. D'accord ? La politique, c'est vraiment un acte de rassemblement. Et ce rassemblement, il doit s'inscrire dans la durée. C'est ça qui est fondamental. Et aujourd'hui, je constate qu'effectivement, les technologies de la communication privilégient énormément l'émotion instantanée, c'est-à-dire l'absence de fondu enchaîné entre hier et aujourd'hui et demain. Le flash mob, la flash mob, hein, flash mob. Hein. On se rassemble sur une place, quelques minutes, et on se dissout ensuite. Et ça me semble faire le jeu, précisément, du système néolibéral d'aujourd'hui, qui peut se satisfaire d'émotions instantanées qui ne s'enchaînent pas l'une à l'autre, c'est-à-dire qui ne construisent pas un projet, un programme. Donc ces 2 choses, je dirais, la mise en cause, la mise en difficulté de ce qui est commun au bénéfice de ce que j'appelle le tout à l'ego, si vous voulez, et par ailleurs cette fureur présentiste que la nervosité, la réactivité médiatique suscite en chacun d'entre nous, c'est vraiment des obstacles à une reconstruction politique. Bon, en quoi je suis inquiet? Et je vais dire encore plus, je suis inquiet pour la laïcité. Parce que la laïcité suppose une puissance publique. La laïcité, c'est pas la sécularisation. La laïcité, c'est des lois, c'est une volonté. Ça suppose la prééminence de l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Or, aujourd'hui, nous assistons à la mainmise croissante de ce qu'on appelle généreusement la société civile, et qui en France est une société particulièrement incivile, sur l'État. Et je constate que nous avons un État qui est de plus en plus vulnérable aux lobbies, aux campagnes d'opinion, aux pressions de toutes sortes, et autrement dit, c'est un État qui ne croit plus en sa propre légitimité. Et je suis inquiet pour une autre chose, c'est la perte de l'indépendance de la France par rapport au grand courant d'américanisation qui, comme vous le savez, condamne la laïcité à la française. Quand vous voyez toutes les ONG anglo-saxonnes, elles mettent la France sur la sellette, parce que nous ne respectons pas les droits de l'individu à porter tel ou tel vêtement, n'importe où. Autrement dit, je pense que la laïcité en France, si il n'y a pas un retour à la notion de bien commun et d'une loi commune pour tous, qui exige de la volonté et une certaine capacité de résistance aux pressions de la dite société civile, c'est-à-dire des intérêts particuliers, et si la France n'arrive pas à maintenir sa singularité dans l'espace mondial et notamment dans l'espace européen, je pense que
la laïcité n'est pas un acquis définitif. Hein. C'est, comme on dit vulgairement, un combat de tous les jours et qui expose à parfois à quelques comportements qu'on peut juger paradoxaux. En tout cas, le laïc est plus proche de ce que Rousseau appelait l'homme à paradoxe que de l'homme à préjugés. Donc, et il y a un paradoxe français, à l'échelle européenne comme à l'échelle occidentale, qui exige un peu de courage. Autrement dit, il n'est pas facile d'être laïque. Et donc, si on a fait ce petit bouquin, c'est un peu pour prendre conscience que, à se laisser glisser dans le courant, on peut devenir des gens intimidés, on peut devenir des gens qui baissent la tête, on peut devenir des gens qui ont peur. Voilà. Donc, cette question du retour à la politique, pour moi, s'il n'y a pas une prééminence du politique sur l'économique et le financier, il n'y a plus de laïcité. Voilà. Je voudrais ajouter, puisque tu as cité Gramsci, que c'est ce même Gramsci qui indiquait qu'il n'y aurait jamais de révolution véritable et de vie politique sans une éducation et le passage par la culture. C'est-à-dire que la construction par l'éducation, par la culture, est le seul moyen de fédérer les volontés et justement cet optimisme de la volonté pour que ça devienne le ferment d'une énergie populaire de rassemblement. C'est de travailler dans le domaine de l'éducation, la construction de l'éducation et de la culture. Et c'est dans ce domaine-là que nous devons nous battre. C'est là le chantier et le lieu de la bataille. Réunion à l'Élysée, François Mitterrand est là, il a des conseillers, il a son cabinet, etc. Bon. Et alors, il y a un conseiller qui dit, à propos du programme commun de gouvernement, en 80, bon, qui dit, il annonce, ce conseiller, la venue du troisième âge de l'histoire de France qui verrait la fusion du socialisme et de la liberté. Et l'auteur du livre dit, l'option du troisième âge de l'histoire de France, programme commun, n'a pas été retenue. Et l'auteur continue, il raconte la suite de la réunion, il dit, voilà, un bébé énarque haussa alors la voix pour dénoncer une stratégie suicidaire de nature à priver d'avenir toute une génération et de faire perdre l'espoir en un changement de majorité au Conseil général de la Corrèze. Vous l'avez reconnu, eh bien le bébé énarque a grandi, je ne sais pas, il n'est plus bébé, je ne sais pas ce qu'il est encore énarque, mais vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est François Hollande. Voilà. Et l'auteur du livre, c'est Régis Debray. Et le livre s'appelle donc Madame H. Voilà. Bon, je ne sais pas si on peut finir avec beaucoup trop de sérieux sur cette anecdote, je la trouve quand même assez savoureuse. Elle est assez savoureuse, parce que quand même, dit un programme commun de gouvernement, ça va ruiner l'avenir des générations futures, et étant donné ce qui est en train de, la façon dont aujourd'hui on est en train de ruiner l'avenir de générations aujourd'hui, et peut-être à venir, ça laisse quand même extrêmement perplexe, Régis. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Je dirais que le problème des bébés énarques, c'est qu'ils grandissent et qu'ils font d'autres bébés. C'est pourquoi on ne se réunit pas pour rien tout de même. On se réunit pour empêcher que les bébés énarques n'envahissent toute la scène, et pour qu'il y ait encore des citoyens, et pour qu'il y ait encore des gens dont le but ultime n'est pas de faire carrière, ni de maintenir les positions de pouvoir qu'ils peuvent ou non détenir. Autrement dit, comme disait Marie-Josée, reconstruire un horizon, et un horizon commun. C'est ce que nous avons, et ce que les amis de l'humanité essayent de faire, et c'est pourquoi on les remercie. Merci à Marie-Josée Bonnetin, merci à Régis Debray. Ils seront là à votre disposition. Avec... Non,
lesbienne, anti-mec. Mais comment acheter un phare quand même. On a vu votre expo à Lyon. Dans l'église de À la chapelle. Je vais la refaire à Nice. D'accord. À Nice, on va trouver une très belle église. Ouais, parce que c'était super pour la chapelle. Merci. Je l'ai agrandi. Il y a un livre qui est sorti là-dessus la semaine dernière. D'accord. Sur ce travail. Il y a la photo d'Avignon. Et puis des différents endroits où je l'ai montré. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Oui, je l'ai compris. Marguerite. Je vais la voir. C'est dans le ventre? Oui, mais je vous en prie. Non. C'est pas tout à fait la mienne. Enfin, elle m'appartient désormais, je l'ai payée. Ah bon? Et filmé. Rien ne nous appartient. Qui est alors là? Monsieur Léo Ferret. Ah ouais. Ça s'est fait à toute allure. Chaque fois que quelqu'un trouve quelqu'un qui ment, et les femmes qui mentent. Oui, Enferré. Il y a Brassens. Fais-le de... Si, c'est un... Et maintenant, la maison de Métello est comme ça maintenant, c'est ça? Oui, on peut prendre un numéro, moi je suis abonnée, mais... C'est l'UMA. C'est la monnaie du l'UMA. C'est 1,90. Ah oui, ça donne de... Vous l'avez pris? Non, tu l'as pas pris. Non, mais je le lui prends comme ça parce Le spécial. il y a l'article de Rose en ballon, là, qui est très très bien. Vous donnez ce que vous voulez. Voilà. Oui, alors attends, non.